Il a été embauché pour faire la guerre. Hein, soyons clairs. Voilà, il est embauché par qui? Mais par nous, par l'OTAN, par les États-Unis, par la Grande-Bretagne et par l'Europe qui suit comme un chien derrière. Donc, il a fait sa guerre, il l'a perdue. Nous l'avons inondé d'argent, d'armes, de soutien, de formation, d'entraînement, de tout. Okay, mais mathématiquement, ça ne pouvait pas se gagner. Sauf que ça, c'est notre raisonnement à nous. Nous n'avons pas... Nous sommes pétris de haine et de mépris pour la partie adverse. Et en fait, à cause de ça, on ne voit pas les grandes masses, on ne voit pas les fondamentaux, on ne voit pas les aspects culturels, on ne voit pas la résilience, on ne voit pas le nationalisme, on ne voit pas le patriotisme, on voit rien. Voilà. Bon, donc, ce conflit était inégal et ne pouvait être gagné, à mon avis, dès le début. Mais lui, il s'est prêté au jeu. Donc c'est bien mignon d'aller expliquer, mais enfin, on nous a promis 177 milliards, on nous en donne la moitié. Du style, c'est pas de ma faute, quoi. C'est pas de ma faute. Voilà. Donc, mais sauvez-moi. Alors la corruption, il faut quand même savoir que entre un tiers, enfin un bon tiers, un 40% facilement, de tout ce qui a été donné a juste disparu. Hein, et notamment au plan des armements, des équipements, alors justement, etc. Oui, parce que cette corruption et ce détournement, il s'applique aussi aux armes. Mais bien sûr, mais absolument, mais on en trouve partout, on en trouve en Afrique, on en trouve au Moyen-Orient, les armes ukrainiennes. Vous savez, c'est... Enfin, du coup, c'est des armes occidentales. Oui, c'est des armes occidentales destinées à l'Ukraine, revendues, vendues. Ils s'en mettent tous plein les poches. De toute façon, l'Ukraine, avant même ce conflit, et bien avant même ce conflit, était un des États déjà les plus corrompus de l'Europe. Moi-même, j'y suis allée au début des années 2000. Je me souviens très bien de m'être trouvée à Donetsk sur le toit d'une usine, une grosse usine, grosse installation industrielle de gaz, avec les grands robinets, les grands trucs. Et les types qui nous parlaient, qui nous présentaient leurs responsabilités, ils respiraient c'est tout juste, c'est pour nous parler, ils nous demandaient pas de l'argent, si vous voulez. Nous, on était là en mission d'information. C'était peut-être des guides? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est la version ukrainienne. Oui. Donc, on est dans un État extrêmement corrompu, et je trouve scandaleux qu'il ose faire ça, qu'il ose parler comme ça. Mais encore une fois, on est dans la version accusatoire et de toute façon, plus c'est gros, plus ça passe. Donc maintenant, il explique, en gros, on m'a pas donné ce qu'on m'avait promis. Et deuxièmement, vraiment, il y a un problème de corruption dans ce pays que je dirige. Qui est, on a vu également, Donald Trump a également commencé à poser ses conditions puisque il a évoqué un arrêt du financement de la guerre en Ukraine par les États-Unis, au moins pour un moment, et il a commencé à revenir un peu sur ses propos en disant peut-être que si on avait accès priorisé sur les terres rares, on pourrait remettre un peu au pot. Mais il est en train de poser les jalons d'un dialogue avec les Russes. C'est-à-dire, il se rend bien compte qu'il va y avoir des concessions considérables à faire de son côté. C'est-à-dire déjà reconnaître le réel, reconnaître les conquêtes territoriales russes. Le problème, c'est que les terres rares, elles sont souvent à l'Est. Elles sont à l'Est, mais les terres rares, elles peuvent être vendues, elles peuvent être... voilà, c'est comme pas... le gaz. Comme le gaz, comme le lithium du Donbass, comme un certain nombre de choses. Donc, il est en train de chercher, en fait, des éléments de deal, parce que le deal ne va pas se faire juste sur l'arrêt des combats, une force dont il se dit que ça pourrait être des Britanniques qui l'armeraient. Je laisse, si c'est ça l'idée américaine, d'aller accepter, d'aller proposer les Britanniques qui sont quand même les pires dans cette affaire, qui sont à la manœuvre de tout, notamment de la surenchère permanente vis-à-vis des Russes. Et on se rappelle de l'intervention de Boris Johnson pour empêcher la paix dès le départ. Bon, voilà, ça c'est ce qui s'est vu. Mais depuis, enfin, je veux dire, il y a des brides partout. Hein, ils ont littéralement Odessa sous leur contrôle. Enfin, je veux dire, donc, si on s'imagine que ça va mettre Poutine dans de bonnes dispositions de proposer une force avec des Britanniques, je crains qu'on se trompe. Donc, il y a beaucoup d'erreurs qui vont être faites, mais en tout cas, les Américains cherchent des éléments possibles pour dealer à un moment donné.
Pas seulement sur on arrête le feu, l'Ukraine redevient neutre. Alors après, il y a un autre aspect qui est important, et là, à mon avis, on va tout perdre comme d'habitude, c'est-à-dire la reconstruction ukrainienne. Moi, je suis sûre qu'à la fin, c'est l'Europe qui va payer, hein, qui va passer à la caisse. Et ensuite, il y a la question... Pour payer BlackRock, alors de fait. De fait. Non, enfin, je veux dire, c'est sûr que c'est pas l'Amérique qui va reconstruire, ou alors si des entreprises américaines auront les chantiers de reconstruction. Mais le financement sera, à mon avis, majoritairement européen, sur le thème, il faut quand même sauver l'Ukraine, elle ne peut plus entrer dans l'OTAN, c'est clair, c'est net, faut le comprendre, mais elle va entrer dans l'Europe, dans l'Union européenne, et ce qui pose d'autres problèmes, et là aussi il faut arrêter de prendre les Russes pour des lapins de 6 semaines, hein. On sait très bien, quand vous entrez dans l'Union européenne, tous les membres de l'Union européenne, membres de l'OTAN, ont un devoir d'assistance, c'est-à-dire qu'en fait c'est une manière d'avoir la garantie collective, de la défense collective, même partielle, de l'OTAN quand on est membre de l'UE. Donc, it's a trick. Donc ça, les Russes ont compris. Donc tout ça, ça va devoir se discuter. Eux, pour l'instant, ils avancent militairement. Ils vont se mettre, à mon avis, en situation, si on continue à attendre, à différer, de pouvoir renoncer à certaines choses auxquelles ils ne tiennent pas forcément, mais qui sont pour nous, enfin du côté occidental, très importantes. Je pense à Odessa, je pense à Kharkov, je pense à... Voilà. Mais ils vont se mettre en situation de... Oui, bah plus ils avancent, plus ils auront une marge de négociation facile. C'est ça. Donc la corbeille de la mariée ukrainienne, ça va être quelque chose. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y aura à la fin. Alors cette semaine, on a vu un autre élément très important. On sait qu'Elon Musk a une importance aux côtés de Donald Trump. Il a multiplié les déclarations quant à une agence qu'en France, peu de personnes connaissaient, l'USAID ou l'USAID, qui s'appelle l'Agence américaine pour le développement international. Elle est implantée dans quelques 120 pays. C'est 1000 employés qui sont actuellement au chômage, puisque il a été annoncé que le financement de l'USAID était arrêté par Donald Trump, alors au moins pour un temps. Oui. Comment vous voyez ça? Alors, USAID, c'est effectivement une agence. C'est une agence qui coordonne, qui travaille avec le département d'État, donc le ministère des Affaires étrangères américain, et qui coordonne tout le maillage des ONG américaines et partenaires worldwide, dans le monde entier, pour mener les programmes, alors d'aide bien sûr humanitaire, mais qui sont en fait des programmes d'influence, qui sont des programmes d'emprise, qui peuvent être des programmes de déstabilisation politique échelon avancé. Certains disent de régime change. Voilà, de changement de régime. C'est un élément très important du dispositif américain. Et USAID, ça coordonne et ça dispatche, ça distribue l'argent, voilà. Et ça contrôle aussi, bien sûr. Donc, que fait Donald Trump en suspendant, si j'ai bien compris, pour quelques mois déjà, l'argent donné à USAID, et donc qu'elle ne pourra plus redistribuer, hein, c'est une manière d'assécher l'activité d'un certain nombre de réseaux, de gens dont il considère qu'ils sont ses adversaires dans l'établissement ou dans le changement de certaines politiques, et certainement en Ukraine, ça c'est évident, mais aussi à d'autres endroits. Alors ces gens, c'est quoi? C'est encore une fois les néoconservateurs? Ben oui, c'est l'État profond, c'est tous les... Mais il y en a plein le département d'État, il y en a plein la CIA, il y en a plein le FBI, il y en a plein, il y en a partout. Je parle même pas de l'appareil militaire stricto sensu, et du Pentagone, bien sûr. Donc, il faut les empêcher d'agir, tous ces gens, parce que lui, il a peut-être l'idée, j'espère, d'arrêter les fournitures d'armes à l'Ukraine, etc. Mais il y a encore des queues de crédit. Il y a les dernières allocations de Biden qui ont été données. Tout ça, ça continue à arriver. Donc, ça permet à l'Ukraine de continuer à mourir à petit feu, mais à faire comme encore si elle pouvait... Bourreau, quoi. Oui, c'est ça. Oui, à raison de entre 1000 et 1500 Ukrainiens, soldats morts par jour. Par jour. Je ne sais pas si on se rend compte de ce à quoi nous prêtons la main, en fait, depuis 3 ans.
Voilà. C'est une vingtaine d'Airbus, quoi, tous les jours. Oui, enfin, je sais pas, là, vous calculez trop vite pour moi, mais c'est affreux. C'est humainement, c'est insupportable. Pourquoi faire? Juste pour se gargariser de notre capacité à affaiblir la Russie, ou pour ne pas avouer qu'on s'est planté, ou pour ne pas... Donc on continue à pousser les Zelensky et toute sa clique, là, au lieu de les mettre de côté et de trouver des interlocuteurs un peu plus sérieux pour représenter l'Ukraine dans un accord. Parce que là aussi, c'est un mensonge patent. Enfin, on fait comme si Volodymyr Zelensky avait voix au chapitre. Mais il a voix à rien du tout, Volodymyr Zelensky. Il faut quand même se réveiller, quoi. On en a fait un